Aujourd'hui, je vais vous lire l'introduction au livre Victor Hugo, Sa vie, son œuvre, par Daniel Casiglia. Un livre qui a été publié en 1984 par Édition Frédéric Beer. Introduction. Alors que beaucoup d'écrivains compensaient par la biais de l'écriture une vie pour momenter, celle de Hugo rivalise en péripéties avec les intrigues des romans et de ses pièces de théâtre. Confident de Louis-Philippe, séducteur impénitent auquel peu de beauté féminine semblait avoir résisté, insurgé qui va d'une barricade à l'autre dans le Paris à feu et à sang du coup d'État de 1851, exilé pensif, chevauchant de l'élan de grève, idole des foules, vénéré par les uns, insulté par les autres. Non, sa vie n'a rien à envier à celle des héros de fiction. La tentation est grande de comparer sa destinée à celle de s'être né de son imagination. Trompé comme Gilbert, mais bourreau de cœur comme Galou, déchiré dans son amour paternel contre Triboulet, ayant dû affronter comme Gwynplaine des assemblées hostiles, mais au vent de l'État comme Arnel. Obligé de changer d'identité comme Jean Valjean, acharné comme Gilliatt à lutter contre l'adversité, Hugo imite ce personnage ou les crée à son image. La vie se fait prolongement de l'œuvre et l'œuvre miroir de la vie. Sans faire du sang bœuf, sans juger l'œuvre en fonction des défauts et des qualités de l'homme, on peut avancer qu'il y a transfusion incessante du sang de l'écrivain au sang de l'écriture. Mais comment donner au lecteur une idée de cette circulation essentielle? Nous ne pouvons que proposer quelques images sélectives comme celle d'un mémoire, avec ses lacunes et ses rejets, ses déformations et ses visions objectives ou arbitraires. Telles les images d'un mémoire, celles que nous allons montrer renverront souvent du présent au passé, du passé au futur, car ni les êtres ni les choses n'existent en dehors du temps. Hugo n'a pas le même regard pour la jeune fiancée à qui il écrit des lettres passionnées et pour l'épouse infidèle. Pour le Martin amical qui soutient ses hôtes de 1826 et pour l'être consenseur des misérables. Lui-même change. Le royaliste devient libéral, puis républicain. Les chasses adolescents finit en galant vieillard. L'évolution esthétique se fait plus rapidement encore que l'évolution morale ou politique. Si l'écrivain débutant est influencé dans ses tragédies de collège par les leçons de classicisme de ses aînés, il n'est guère à se libérer des notions et des règles dans lesquelles on voudrait impressionner son originalité. Il ne sera pas bridé comme Corneille. Il ne se laissera pas brider comme Corneille, dont l'imagination lui paraît avoir été étouffée par l'étroitesse des unités de temps et des lieux dans lesquels on l'a enfermé. Très tôt, il renonce à se fonder sur des modèles passés pour faire acte de création et, n'en déplaise aux classiques du XIXe siècle comme à ceux de temps à venir. Il faut une littérature qui n'appartient qu'à lui. Avec Cromwell et sa préface, il renverse les murailles de la dramaturgie ancienne et, avec Hernani, il sème la provocation dans le temple même du classicisme. Les odes, de facture encore conventionnelle, qui plaisaient tant à Lamartine, sont relâchées pour les souples et fantasques ballades qui ouvrent la porte à l'inquiétante étrangeté. Quant aux romanciers, il s'est montré encore plus précocement hardi que les poètes. Handel Island
a été un coup de poing lancé à la figure de Jan de Gut que ses premières montres jaillies de l'esprit de Hugo a terrifié et qui se sont demandé si l'auteur lui-même n'était pas un fou dangereux, capable de les vampiriser et de boire leur sang dans un crâne, comme son héros. Les derniers jours d'un condamné poussent les mauvais goûts jusqu'à leur faire partager les angoisses d'un condamné à mort, contestant ainsi l'échafaud, ces piliers de société où règne l'ordre. Ce qui achève de déplaire à certains, c'est que la libération du mot entraîne chez lui la libération de l'idée. L'écrivain, débarrassé des critères esthétiques d'autrefois, fait figure de révolutionnaire parce que l'imagination casse des carreaux dans l'esprit des bourgeois, et en effet, l'audace verbale de Hugo l'entraîne peu à peu vers l'audace de la pensée. On lui rapproche alors de vouloir flatter les masses et il s'écrie « Je suis le démagogue horrible et débordé, et le dévastateur du vieil ABCD. » Oui, Hugo est un dévastateur. Ne faut-il pas démolir les vieilles masures de l'esprit pour construire du nouveau? Oui, Hugo est horrible. Comme ces créatures, c'est-à-dire qu'il n'est pas beau à la manière des classiques, la douceur et la régularité des traits ne sont pas à la base de son harmonie. Fait plutôt des désordres maîtrisés. Oui, Hugo est haïssable, parce qu'il rougit de ses colères avec violence et obstination, sans transiger, sans essayer de ménager les consciences et sans se ménager lui-même. Par le bas et bien, qu'il proposera sur le fil du temps, notre thèse s'efforcera de restituer le dynamisme d'un vie et d'un œuvre qui furent sans cesse en évolution, mais tentera aussi d'en faire apparaître les constantes. Il est des amitiés que les années n'abolissent pas, celles de Gautier, de Dumas, de Louis Boulanger, de Paul Morisset et de Gus Bacquerie. Un amour que rien, pas même les épreuves les plus douloureuses, ne peut déraciner. Celui de Juliette Drouet. Il est des aspirations dont l'intensité ne fait que croire et qui se traduisent à un demi-siècle de distance par des impératifs identiques. S'opposer aux tyrans, traquer les injustices, refuser les damnations sociales, réduire la misère jusqu'à la faire disparaître, éclairer les ténèbres. Aussi l'œuvre de Hugo tient-elle une sorte de long discours, à la fois morcelé et ininterrompu, qui se corrige au besoin en se nuançant, en se précisant, en se radicalisant à mesure qu'il progresse. Chacun de ces écrits est, dans une certaine mesure, lié à un précédent, immédiat au plus lointain. Ruy Blas évoquait les couchants de la maison d'Autriche dont Hernani montre l'aurore. William Shakespeare est en réplique au détracteur des Misérables. 93 est amené par le livre sur l'aristocratie qui constitue l'homme qui rit. De même, ces personnages entretiennent-ils des relations subtiles. Maglia, protagoniste de maintes esquisses dramatiques, est cousin de Don César de Bazin. Gavroche est apparenté au pauvre Jean. Gwynplaine est frère de Quasimodo et de Triboulet. Mais à travers leurs ressemblances, ces personnages peuvent aussi, d'une œuvre à l'autre, se transformer. Le François Ier du roi Samous est un Don Juan égoïste et destructeur que l'amour ne peut fleurir, alors que le duc de 12 trouvailles de Galou, qui paraît d'abord conserver les cynisme de son prédécesseur, montrera in extremis, mais trop tard, qu'il était capable d'aimer. Sa victime, sa bête, nouvelle incarnation de Fantine ou de Marion Delorme, se révolte pour elle et pour ses semblables, contre une société qui lui a volé son âme et l'a réduit à l'état d'objet.
Les interrogations obtiennent parfois une réponse en certains lieux de cette écriture par cours. Ainsi, la violence révolutionnaire qui a fait longtemps question apparaît-elle au terme du campement de l'esprit comme le résultat des humiliations subies est une nécessité de l'histoire. Mais chaque réponse, loin de figer l'esprit en des certitudes et de fournir des solutions confortables, s'accompagne de doutes et développe à une nouvelle réflexion, d'où l'ambiguïté de presque tous les dénouements des romans de Hugo. Le mot fan n'est jamais qu'une convention, un acte dans la gestation d'une pensée ouverte et d'un univers en expansion. La œuvre devient alors le symbole d'un existant en marche, que la mort interrompra tôt ou tard, avant que les voyageurs ne soient arrivés au terme de sa quête. Un poème ou une pièce abandonnée, un fragment en prose ou en vers, quelques lignes sur un carnet, seront les témoins d'un moment de vie écoulé. Et l'œuvre d'art ne peut être comme la vie même, qu'une série de moments qui, si Hugo a tellement tenu à ce que ces fragments soient publiés, c'est parce qu'il était les traces concrètes de tâtonnement et de sa recherche de l'infini. Pour lui, plus que pour beaucoup des écrivains, la littérature n'est pas uniquement une des formes de la beauté, mais elle est combat. Les mots d'intérieur, parole, et la parole deviennent acte parce qu'il a fait en sorte que son écriture soit à la fois précieuse en elle-même et utile au progrès de l'humanité. Voilà Victor Hugo en 1820. Victor Hugo en 1829, lithographie d'Achille de Beria, Victor Hugo, photographie de Pierre Petit, 1861. Victor Hugo, photographie par Nadar, en 1878. L'affiche de Victor Hugo pour Les Misérables, affiche pour le film de 1912 d'Albert Capellani. Victor Hugo par Nadar.